Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais terminer l'exercice numéro 2. Je prends la partie B. Donc, les données, nous avons la fonction de consommation. C est égal à CYD plus C0. C, c'est la proportion marginale à consommer 0,8. C0 est égal à 50. YD représente le revenu disponible. Donc, nous avons un revenu disponible. Donc, je constate une intervention de l'État. Donc l'État impose, dans ce cas, l'État impose des impôts sur le revenu des ménages. Donc le revenu disponible est défini comme la différence entre le revenu et l'impôt, et les impôts. La forme des impôts, les impôts sont de forme forfaitaire, indépendante, c'est-à-dire nous avons des impôts qui ne sont pas liés avec le revenu. Donc nous avons des impôts forfaitaires égaux à 10. Les investissements autonomes, pardon. Nous avons des investissements autonomes, 90, et nous avons des dépenses publiques de l'État, 60. Les dépenses sont notées G. Donc, d'après les données, je constate une économie à 3 agents. Ménage, entreprise, État. Donc, ménage. La consommation représente un comportement des ménages. L'investissement, c'est un comportement des entreprises. Les dépenses publiques et les impôts représentent l'existence de l'État. La première question, déterminer l'équation de l'équilibre macroéconomique et la fonction de demande globale. Donc je commence par la condition d'équilibre. OG est égal à DG. L'offre est égal à demande. L'offre est égale à Y, la production locale. La demande est composée de la demande des ménages sur les biens de consommation, la demande des entreprises sur les biens d'investissement et la demande de l'État G. Ensuite, je remplace la fonction C. La fonction C par CYD plus C0. Je remplace I par l'investissement autonome, G par les dépenses publiques autonomes. Dans l'étape suivante, je vais remplacer le YD par Y moins T, d'après les données. Ce sont des remplacements simples d'après les données. J'utilise les données pour remplacer, pour calculer, pour trouver l'expression algébrique de YE. Donc la valeur de Y qui va assurer l'égalité entre l'offre et la demande. J'ai remplacé YD par Y moins T. Puisque T est égal à T0, je remplace T par T0 directement. Ensuite, je distribue la proportion marginale à consommer, c'est Y moins C T0. Et je prends les composantes liées, attachées avec Y, à l'autre côté. Je prends Y moins CY dans ce côté, ça nous reste les composantes autonomes, C0 plus I0 plus G0 moins CT0 dans le volet droit de l'équation. Ensuite, je prends Y comme un facteur commun, ça nous reste 1 moins C est égal à C0 plus I0 plus G0 moins CT0 pour à la fin trouver Y et YE, le revenu d'équilibre, égal à C0 plus I0 plus G0 moins CT0 sur 1 moins C. Donc, le revenu d'équilibre s'écrit sous la forme d'un produit entre le multiplicateur K et la demande autonome DA. Donc, le multiplicateur keynésien est égal à 1 sur 1 moins C. La demande autonome est égale à C0 plus I0 plus G0 moins CT0. Donc, c'est une demande, c'est la partie de la demande indépendante de Y. Ensuite, la fonction de demande globale. Exprimer la fonction de demande globale en fonction, bien sûr, de Y. Donc, la demande globale, j'ai dit que la demande globale est composée de la demande des ménages, des entreprises et de l'État. Je remplace la fonction C. Je remplace aussi YD par Y moins T0. Je prends les parties autonomes à part et la partie liée au revenu séparément. Donc, je sépare la partie de la demande indépendante de Y de la partie liée avec Y. Donc, à la fin, je trouve que la demande globale est égale à 0,8, c'est sa proportion marginale à consommer, 0,8 Y plus la demande autonome. Donc, je fais le remplacement simple pour trouver la demande autonome. La demande autonome est égale à C0, 50, plus I0, 90, plus G0, 60, moins C, 0,8, fois T0, 10. Alors, la demande autonome est égale à 192. À la fin, la demande globale s'écrit sous la forme de 0,8Y, la demande proportionnelle au revenu, c'est la partie liée avec le revenu, et une demande autonome, 192. Calculer le revenu d'équilibre et le solde budgétaire est commenté. Donc, ce sont des remplacements numériques, une application numérique. K est égal à 1 sur 1 moins C, C est égal à 0,8, alors K est égal à 5. J'ai calculé
la demande autonome auparavant est égale à 192. Alors, le revenu d'équilibre, c'est le produit entre le multiplicateur K5 et la demande autonome 192 est égal à 960. Ça veut dire, lorsque le revenu est égal à 960, nous avons une égalité entre l'offre et la demande. Voilà, le solde budgétaire, c'est la différence entre les recettes et les dépenses de l'État. Dans ce cas, nous avons seulement les dépenses publiques. Les dépenses de transfert sont nulles. Je prends les impôts moins les dépenses. 10 moins 60 est égal à moins 50. Donc, c'est un solde budgétaire déficitaire. Ça veut dire que les dépenses de l'État dépassent les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État dépassent ces recettes. Donc, c'est un solde budgétaire déficitaire. La question suivante, c'est une question très importante. Si le revenu de plein emploi est égal à 760, donc quelle est la situation de cette économie et calculer l'écart. Donc le plein emploi d'abord, c'est un revenu qui représente la production maximale. Le plein emploi, c'est la production maximale. Donc sur le plein emploi, on utilise toute la capacité productive disponible. Donc sur le plein emploi, le chômage est nul. Il représente aussi la production maximale, le plein emploi. Quelle est la situation de cette économie et calculer l'écart. Donc j'ai représenté graphiquement la situation d'équilibre pour bien expliquer les choses. Donc nous avons la première bisectrice en rouge. Ça nous donne tous les points d'équilibre possibles entre l'offre et la demande. Ensuite, je trace la demande globale en bleu de l'exercice, la demande globale en fonction de Y. Donc la demande globale dans ce cas est égale à 0,8 Y plus 192, l'équation de la demande globale. Donc lorsque Y est nul, lorsque Y est égal à 0, la DG est égale à 192. Y 0, DG 192. Ensuite, lorsque Y est égal à 10, par exemple, la DG est égale à 200. Et je trace deux points et je trace la demande globale. Le point d'intersection entre l'offre, la première bisectrice, et la courbe de la demande globale, la droite de la demande globale, détermine le niveau du revenu d'équilibre. Dans ce cas, est égal à 960. Donc, j'observe que le plein emploi est inférieur à l'équilibre. Donc, l'équilibre, ça veut dire l'équilibre dépasse le plein emploi. Pourquoi? Parce que la demande était énorme. On a parmi les principes de Keynes, on produit selon la demande. Ça veut dire que la production suit la demande. Sinon, la demande détermine le niveau de la production, détermine l'offre. L'offre suit la demande, sinon la demande détermine le niveau de la production. Puisque la demande était énorme, et pour satisfaire cette demande, on a augmenté la production, malgré qu'elle dépasse le niveau, son niveau maximal. Donc, puisque la demande était énorme, était importante, la demande des agents, la demande des entreprises, de l'État et des ménages était importante. Pour cela, et pour satisfaire cette demande, on a bien augmenté la production. On a dépassé le niveau du plein emploi. Alors, puisque le revenu d'équilibre dépasse le revenu de plein emploi, l'économie est en situation de suremploi. On a dépassé le plein emploi, nous sommes dans une situation de suremploi. La nature de l'écart. Donc, c'est un écart de suremploi. L'économie est en situation de suremploi. Sinon, nous avons un écart inflationniste. Parce que sur le plan emploi, j'observe sur le plan emploi, j'ai une demande en bleu qui dépasse l'offre en rouge. C'est-à-dire la courbe de la demande se situe en dessus de la droite de l'offre. La droite de la demande, elle est en dessus de la droite de l'offre. معناتها عند التشغيل التام، عند مستوى التشغيل التام الطلب يقع فوق العرض. الطلب يقع فوق العرض. Donc si la demande dépasse l'offre, l'écart, c'est un écart inflationniste. C'est un écart de la demande inflationniste. Donc nous avons deux types d'écarts. Nous avons un écart de la production. Voilà, on présente la différence entre le plein emploi et l'équilibre. Donc pour revenir au plein emploi, il faut réduire la production de 200 unités monétaires. Ça s'appelle l'écart de la production. La différence entre le plein emploi et l'équilibre. Nous avons un autre écart qui s'appelle l'écart de la demande. L'exercice, la question a dit, déterminer la nature de l'écart, calculer l'écart, il veut dire l'écart de la demande. Quelle est la nature de cet
écart. Donc c'est un écart inflationniste. C'est un écart inflationniste parce que la demande dépasse l'offre. Ça s'appelle l'écart de la demande. Parce que si on veut revenir au plein emploi, il faut d'abord diminuer la demande. Parce qu'on ne peut pas changer la production. Sans changement de la demande. Donc pour influencer la production, pour réduire ou augmenter la production, il faut d'abord changer la demande. Il faut d'abord toucher la demande. Donc non, pour revenir au plein emploi, il faut qu'on baisse la demande, il faut qu'on baisse la demande globale. Donc on peut diminuer la demande globale par la réduction de la consommation autonome et ou l'investissement, les dépenses publiques, sinon l'augmentation des impôts. Si on augmente les impôts, automatiquement la consommation va diminuer et aussi la demande globale. Donc l'écart s'appelle l'écart de la demande. Donc pour revenir en plein emploi, il faut qu'on diminue la demande globale d'abord. Donc calculer l'écart de la demande. Donc parce que l'écart de la production est très simple, est égal à moins 200. Ou le plein emploi moins l'équilibre, moins 200. La question cherche l'écart de la demande. De combien faut-il réduire la demande autonome pour revenir au plein emploi? Parce qu'on a d'abord, il faut réduire la demande. Si on réduit la demande, automatiquement, je peux revenir au plein emploi. Donc d'après l'équilibre, l'équilibre est égal à K, le revenu d'équilibre. Le revenu d'équilibre est égal à multiplicateur K fois la demande autonome. Donc la variation de la demande autonome, si je veux introduire une variation sur la demande autonome, cette variation elle sera multipliée fois K pour avoir une variation de Y. Donc là je cherche la variation de la demande autonome. De combien? L'écart inflationniste veut dire l'écart de la demande. De combien faut-il réduire la demande autonome pour diminuer la production de 200 unités monétaires? Bien sûr, pour trouver la variation de la demande autonome, je prends la variation de la production sur le multiplicateur K. La variation de la production qu'on a, il y a la différence entre le plein emploi et l'équilibre. 760 moins 960. Donc je veux réduire la production de 200 unités pour revenir au plein emploi. Pour cela, il faut baisser la demande autonome de 40 unités. Parce que les 40 unités seront multipliées fois 5 pour avoir moins 200. Déterminer la nature de l'écart. Calculer l'écart, il veut dire l'écart de la demande. La nature non, il est inflationniste. La valeur, je prends la variation de la production sur le multiplicateur K pour trouver cette distance. Parce qu'il y a de la distance, il y a de la distance fois K. C'est bon? La distance de la production est delta Y. Et il y a la distance, l'écart de la demande, delta dA fois K. Donc pour avoir delta dA, je divise l'écart de la production, delta Y, sur le multiplicateur K. Voilà. La suite. Quelle est la variation nécessaire des impôts pour revenir au plein emploi? Calcul le solde budgétaire. Dans ce cas, je vais introduire une variation sur T. Je vais changer l'impôt afin de réduire la demande globale et ensuite la production. Quelle est la variation nécessaire des impôts? Bien sûr, c'est une augmentation. Je vais augmenter l'impôt pour réduire la demande globale, et ensuite la production. La question, quelle est la variation nécessaire des impôts pour revenir au plein emploi? Donc voilà l'expression d'équilibre. On a fait les variations nécessaires. Toujours, je reviens sur l'équation d'équilibre initiale. Voilà l'équation d'équilibre initiale. Je vais introduire une variation sur T seulement. Sur T seulement. Je vais introduire la variation delta sur T. Voilà. Donc, la variation de T, elle sera multipliée fois moins C et aussi fois K pour avoir une variation de Y. C'est écrit comme ça. Voilà. Dans l'expression d'équilibre, je vais introduire une variation de Y. Une variation de T. Donc la variation de T, elle sera multipliée fois moins C fois K.
fois le coefficient de delta T0 est égal à moins CK. هذا اسمه le coefficient معامل تاع la variation de T0 pour avoir une variation de Y. Donc à la fin, delta T0 هي delta Y, le même principe, sur moins C fois K. Donc delta Y est égal à moins CK delta T0. Alors delta T0 est égal à delta Y sur moins CK. Le coefficient. Le coefficient de delta T0 s'appelle le multiplicateur fiscal. Le multiplicateur fiscal. Maintenant, la fiscalité, elle va multiplier fois moins CK. Elle va être multipliée fois moins CK. Donc delta Y, l'écart de la production est égal à moins 200, moins CK, ou moins 0,8 fois 5, moins K. Donc pour diminuer la production de 40, pour diminuer la demande autonome de 40 unités monétaires, il est nécessaire d'augmenter l'impôt de 50 unités monétaires. Donc, si on augmente l'impôt de 50 unités, la demande autonome va diminuer de 40 unités et par la suite la production. Maintenant, je vais augmenter l'impôt de 50 unités pour que la demande globale diminue de 40 unités et à la fin, la production de 200 unités monétaires. Donc, parmi les politiques pour réduire la demande, il y a l'augmentation des impôts. Donc, j'augmente les impôts pour influencer négativement la demande globale et par la suite la production. Donc, pour revenir au plein emploi, il est nécessaire d'augmenter l'impôt forfaitaire de 50 unités monétaires. Donc, calculer le solde budgétaire. Donc, nous avons un changement sur T. D'abord, je calcule la nouvelle valeur des impôts forfaitaires. Il y a la valeur initiale 10, plus le changement, plus les 50 qu'on a ajouté. 60. Donc, avec la nouvelle valeur des impôts. Donc, le solde budgétaire est égal à la nouvelle valeur de T0, T0', non, T0', 60, moins les dépenses de 60, est égal à 0. Dans ce cas, nous avons un solde budgétaire équilibré. On a augmenté l'impôt forfaitaire. Bon, une autre situation. Si le revenu de plein emploi est égal à 1100, la production maximale passe de 760 à 1100. Donc, quelle est la situation de cette économie et calculer l'écart. J'ai représenté graphiquement l'équilibre, l'équilibre initial, 960, l'intersection entre la première bisectrice et la demande globale, la droite de la demande globale. Le plein emploi se situe en dessus de l'équilibre. C'est-à-dire le plein emploi dépasse l'équilibre. Quelle est la situation de cette économie et calculer l'écart. La situation de la demande, la situation de l'économie, calculer l'écart de la demande, bien sûr. Donc, le même travail. Donc, j'observe que l'équilibre est inférieur au plein emploi. Donc, c'est un équilibre de sous-emploi. Donc, deux cas, suremploi et sous-emploi. C'est un équilibre de sous-emploi. Donc, l'équilibre se situe dans une situation inférieure au plein emploi parce que la demande était faible. C'est-à-dire, je peux produire jusqu'à 1100 unités, la production maximale 1100 unités, puisque la demande, elle est de 960, la somme de la demande des ménages, des entreprises et de l'État est de 960, je limite la production à 960, c'est-à-dire je produis selon la demande. Les entreprises produisent selon la demande des agents. Puisque la demande des agents se limite à 960, aussi, la production n'arrive pas à atteindre le plein emploi. Je limite bien sûr la production à 960 selon la demande. Donc l'économie est en situation de sous-emploi. La nature de l'écart. Donc toujours, j'observe sur le plein emploi, j'observe que l'offre en rouge dépasse la demande en bleu. Donc lorsque l'offre dépasse la demande, sinon la demande est inférieure à l'offre, donc c'est une situation de déflation. Maintenant, la courbe de l'offre se situe en dessus de la courbe de la demande. L'offre en rouge dépasse la demande en bleu. Donc c'est un écart de la demande, c'est un écart de demande déflationniste. C'est-à-dire pour atteindre le plein emploi, il faut d'abord booster la demande. Il faut d'abord augmenter la demande pour qu'on arrive au plein emploi. Voilà.
pardon, il y a l'équilibre. La deuxième, voilà, l'équilibre, non, il est là. Alors, l'équilibre, voilà le plan. Voilà. Donc l'écart, c'est un écart déflationniste parce qu'on a sur le plan emploi عند مساواة التشغيل التام العرض يقع فوق الطلب. خط العرض يقع فوق خط الطلب. Bon, sur le plan emploi, la demande est inférieure à l'offre, alors la demande, l'écart de la demande est déflationniste. L'écart de la demande qu'on a est égal à l'écart de la production, l'écart de la production sur le multiplicateur. Parce qu'on a la demande, l'écart, la variation de la demande, elle sera multipliée fois K pour avoir une variation de Y, d'après l'équation d'équilibre. Parce qu'on a YE, c'est un produit entre K et DA. Si je change DA, non, je viens introduire une variation, si je change DA, avec le changement, la variation elle sera multipliée fois K pour avoir une variation de Y. Alors la variation de DA est égale à la variation de Y sur K. La variation de Y toujours est égale au plein emploi moins l'équilibre. Toujours delta Y est égal au plein emploi moins l'équilibre. Le plein emploi moins l'équilibre de 200, donc je veux augmenter la production de 200 unités monétaires, 240 unités monétaires. Je veux augmenter la production de 140 unités monétaires pour atteindre le plein emploi. Donc je divise la variation de la production, sinon l'écart de la production sur le multiplicateur K pour savoir la valeur de l'écart de la demande. Pour savoir la valeur de l'écart de la demande. Donc pour atteindre le plein emploi, il faut augmenter la demande autonome de 28 unités. La demande autonome, la partie autonome de 28 unités. Il faut booster la demande. Donc parmi les mécanismes d'augmentation de la demande, on voit l'augmentation de ces zéros ou l'augmentation des investissements, des dépenses, sinon la réduction d'impôts. Si je réduis les impôts, je peux encourager la consommation et par la suite la demande. Voilà. Donc pour atteindre le plein emploi, il est nécessaire d'augmenter la demande autonome de 28 unités. هذا كيقول لك calculer l'écart يقصد به l'écart de la demande هذا اللي هو l'écart de la production sur le multiplicateur. Voilà. Quelle est la variation nécessaire des dépenses publiques pour atteindre le revenu de plein emploi? On a choisi pour augmenter la demande globale, l'État décide un changement des dépenses, une augmentation bien sûr des dépenses. Ça veut dire de combien, la question, de combien faut-il réduire les dépenses publiques pour atteindre le plein emploi. Donc si j'augmente les dépenses publiques, il y aura une augmentation bien sûr de la demande et par la suite de la production. Voilà l'expression d'équilibre. Je vais introduire une variation sur G, seulement sur G. Donc delta Y est égal à K fois delta G. Donc maintenant je vais introduire une variation sur G. La variation de G elle sera multipliée fois K pour avoir une variation de Y. Donc la variation de G sera multipliée fois K pour avoir une variation de Y. Toutes choses égales par ailleurs. Maintenant, la variation de C0, de E0, de T0 sont nues. Nous avons seulement une variation de G. Alors delta G est égal à delta Y sur K. Delta Y ou delta Y plus 1 moins YE, la différence entre le plein emploi et l'équilibre, divisé par K, je trouve que la variation nécessaire des dépenses est égale à 28. Donc pour augmenter la production, j'augmente les dépenses publiques d'abord pour que la demande globale augmente, et par la suite la production. Je calcule une autre fois le solde budgétaire. Donc dans ce cas, j'ai changé seulement les dépenses. Maintenant, je reviens sur la situation initiale d'impôt forfaitaire. Donc nous avons une variation de G, la nouvelle valeur de G0 est égale à l'ancienne valeur plus la variation. Quand on dit 60 plus les 28, ça devient 88. Donc le solde budgétaire 2, c'est un solde budgétaire 2. Budgétaire 2, je prends la valeur initiale des impôts forfaitaires moins la nouvelle valeur des dépenses. Parce que dans ce cas, j'ai introduit une variation sur les dépenses publiques. 10 moins 88 est égal à moins 78. Donc c'est un solde budgétaire déficitaire. Si j'augmente les dépenses publiques, bien sûr, le solde budgétaire diminue. Voilà. Quel est l'effet
quel est l'effet sur l'activité? Je résume. Donc, on a une situation de suremploi. J'ai diminué la demande globale par une augmentation des impôts. On a une situation de sous-emploi. J'ai encouragé la demande par une augmentation des dépenses. Bon, quel est l'effet sur l'activité économique? La question c'est, ça veut dire toujours, je suis en situation de sous-emploi. La situation 960, plein emploi 1100. Quel est l'effet sur l'activité économique du nombre des dépenses publiques? Delta G est égal à 100. Ça veut dire non. Je vais augmenter les dépenses publiques de 100 unités monétaires entièrement financées par impôt. Maintenant, l'augmentation des dépenses publiques, elle sera totalement financée par les impôts. Maintenant, je vais augmenter les impôts de 100 unités pour alimenter l'augmentation des dépenses publiques. maintenant نزيد في نفس الوقت وبنفس القيمة الضرائب لتمويل النفقات العمومية. معناتها الدولة ستقوم بضخ نفقات عمومية تقدر ب100 وحدة نقدية، من أجل ذلك قامت برفع الضرائب بنفس القيمة. زادت الضرائب من أجل تمويل زيادة الإنفاق العمومي. زيادة الإنفاق العمومي ممول كاملا بالضرائب. Je vais augmenter en même temps les dépenses publiques et les impôts de la même valeur. Quel est l'effet sur l'activité économique? L'effet sur l'activité économique ou l'effet sur Y, sur la production, sur le revenu Y. هذا هو l'effet sur هذا هو المعنى de l'effet sur l'activité économique. L'effet sur l'activité économique ou l'effet sur Y. Quelle sera la nouvelle valeur? C'est-à-dire quelle sera la nouvelle valeur de Y? E, si l'État augmente en même temps les dépenses publiques et les impôts de la même valeur. Donc nous avons, dans ce cas, nous avons une variation sur G et une variation sur T simultanément, en même temps. Les variations de C0 et de E0 sont nulles. Donc l'équilibre s'écrit sous la forme d'un multiplicateur K fois une demande autonome. Donc nous avons une variation sur G et sur T seulement. Les variations de I0 et de C0 sont nulles. Pour avoir une variation de Y. Donc la variation de Y est égale à K fois delta G0 moins CK fois delta C0. C'est le coefficient de la variation G0 moins CK, c'est le coefficient de la variation T D0. Puisque delta G est égal à delta T, je remplace par exemple delta T par delta G. Donc puisque nous avons une variation équivalente des impôts et des dépenses, je remplace l'une avec l'autre. Là, j'ai remplacé delta T par delta G. Ça veut dire delta Y est égal à K delta G moins CK delta G aussi. Donc, tu as K delta G moins CK delta G. Donc, j'observe que K delta G, c'est un facteur commun. K delta G, K delta G. Donc, je prends K fois delta G comme un facteur commun. Moi, je prends 1 moins C. 1 moins C. Donc, le K est égal à 1 sur 1 moins C fois 1 moins C fois delta G. Donc, je répète. Quand on dit K delta G moins CK fois delta G. Donc, je vois que K delta G, ça se répète. Donc, je prends K delta G comme un facteur commun. K fois delta G. Il prend les 1 moins C fois K fois delta G. Le K est égal à 1 sur 1 moins C. Ou le 1 moins C, voilà le facteur comme 1 moins C ou delta G. Donc 1 moins C, ça nous reste delta G. Donc à la fin, delta Y est égal à delta G. هذا le coefficient. C'est un multiplicateur. C'est le multiplicateur de budget équilibré. C'est un multiplicateur aussi. K fois 1 moins C. K fois 1 moins C, c'est un multiplicateur de budget équilibré. Parce que delta G, elle est multipliée fois K fois 1 moins C. Ça veut dire que c'est un multiplicateur. Il s'appelle le multiplicateur de budget équilibré. Parce que elle est égale à l'unité. Delta Y, delta Y est égal à 1 fois delta G. Ou aussi 1 fois delta T. Parce que delta T est égal à delta G. Je peux remplacer delta T par delta G et aussi delta G par delta T. Donc delta Y est égal à 100. Parce que l'État augmente les dépenses publiques et les impôts
en même temps. Simultanément et de la même valeur. Et de la même valeur. La chose la plus importante, il y a de la même valeur. Maintenant, l'impôt finance les dépenses. Et de la même valeur. Donc, il y aura une augmentation équivalente de la production. C'est le théorème de Havelman. Si la hausse des dépenses publiques est entièrement financée par impôt, les dépenses publiques sont entièrement financées par impôt, le multiplicateur de budget équilibré, K fois 1 moins C, K fois 1 moins C, n'est pas nul, le multiplicateur n'est pas nul, mais égal à l'unité. ليس معدوما لكنه يساوي إلى الواحد. إذا كانت نعود باللغة العربية، إذا كانت الزيادة في النفقات المومية ممولة كليا بزيادة الضرائب، معناتها نزيدو الضرائب من أجل تمويل زيادة في الإنفاق. L'effet sur la production, elle sera pas nulle, mais il sera bloqué, ça veut dire, il sera bloqué. Donc, il est égal aussi à 100. معناتها الدلتا ديريكت تقدر تكتبوه في الاكزامان ديريكتومون. إذا شفت باللي دلتا جي يتيكال على دلتا تي، تحط له ديريكتومون دلتا إيكغيك يتيكال على دلتا جي يتيكال على دلتا تي. تكتب له هذه دلتا إيكغيك يتيكال على دلتا جي يتيكال على دلتا تي. دونك سولون تيورام دو هافيلمون تكتب له هذه، تكتب له من هنا لهنا. دونك إلا كان عندك هاد لا كونديسيون دلتا جي يتيكال على دلتا تي يتيكال على 100، تكتب له selon le théorème de Havelman, delta y est égal à delta g est égal à delta t est égal à la valeur de la variation. Il y a 200, 200, il y a 300, 300. Sinon, il y a directement là, تخدم étape par étape. Voilà. La remarque, pour atteindre le plein emploi, il nous faut une variation de revenus. Delta P est égal à R. Voilà. Par exemple, une autre question. Quelle est la valeur nécessaire des dépenses publiques entièrement financées par impôt pour atteindre le plein emploi? معناتها هو يبحث عن القيمة التي يمكن ضخها في الاقتصاد حتى نصل إلى مستوى التشغيل التام. القيمة من النفقات العمومية. يبحث عن القيمة التي يجب ضخها في الاقتصاد كنفقات عمومية من أجل الوصول إلى مستوى التشغيل التام. شريطة أن تكون هذه النفقات العمومية ممولة بالضرائب. Maintenant, il veut savoir quelle est la variation nécessaire des dépenses publiques entièrement financées par impôt pour atteindre le plein emploi. Pour atteindre le plein emploi, il faut augmenter la production de 140. Directement, pour atteindre le plein emploi, il faut augmenter les dépenses publiques de 140 unités monétaires. Donc, le théorème de Havelman est très important. Ce théorème existe toujours dans les concours et dans les exercices. L'astuce dialogue, c'est quoi? Donc, si les dépenses publiques sont entièrement financées par impôt, la variation, l'effet sur la production, n'est pas nulle, mais égale à la variation initiale des dépenses publiques. Donc, la dernière question, pour quelle valeur de C, de la proportion marginale consommée, on obtient cette même valeur de plein emploi. Que vaut le nouveau multiplicateur? Maintenant, je veux trouver la variation de C qui nous ramène au plein emploi. Donc, je remplace l'équilibre par le plein emploi et je laisse C, la proportion marginale à consommer, comme inconnu. Avec quelle est la valeur de C? Pour quelle valeur de C on obtient le plein emploi? Je remplace l'équilibre. Au lieu de l'équilibre, je veux atteindre le plein emploi. Je remplace l'équilibre par le plein emploi par 1100. Et je laisse la proportion marginale à consommer comme inconnue et je calcule. Donc, le plein emploi connu, les proportions, la demande autonome, c'est non, la consommation autonome, l'investissement autonome, les dépenses publiques autonomes et l'impôt forfaitaire autonome sont des connus. Seulement, c'est la proportion marginale à consommer comme inconnue dans l'expression d'équilibre. Je trouve que c'est la proportion marginale à consommer est égale à 0,825. Donc pour atteindre le plein emploi, il est nécessaire de diminuer la proportion marginale d'augmenter la proportion marginale à consommer. D'augmenter la proportion marginale à consommer. Pour augmenter la consommation.
pour augmenter la consommation. Non. Donc, pour atteindre le plein emploi, il faut booster la demande globale. La demande globale, auparavant, la demande globale est composée de la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques. Donc, parmi les solutions, l'augmentation de la consommation. Donc, si je veux augmenter la consommation, soit j'augmente la consommation autonome, soit j'augmente la proportion marginale à consommer. Automatiquement, là, j'ai augmenté la proportion marginale à consommer. Que vaut le nouveau multiplicateur? Donc, je calcule à nouveau le multiplicateur. Donc, le multiplicateur va 1 sur 1 moins C. Donc, au lieu de 5, je trouve 5,71. J'ai augmenté le multiplicateur. Merci pour votre attention.